Et nous sommes très heureux de vous voir connectés de plus en plus nombreux sur laref.org. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. J'ai le plaisir de vous accompagner. On va passer 4 heures ensemble, 4 heures à échanger autour de la question du progrès, de la confiance, autour de la question des fake news également. On va parler d'innovation, de recherche, de progrès, pas uniquement d'ailleurs autour des vaccins et de la santé, mais bien plus largement sur votre quotidien en tant que dirigeant d'entreprise, voilà, en tant que créateur, en tant que faiseux également. Vous avez de quoi dire. Vous allez pouvoir réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux et je serai votre porte-parole sur ce plateau en direct. On est ensemble sur laref.org, mais aussi avec nos partenaires que l'on salue de l'usine Nouvelle qui diffuse également cette Rêve Progrès tout au long de cette matinée sur usinenouvelle.com. Merci à tous d'être avec nous. 16 intervenants ont accepté votre invitation pour échanger sur ces sujets. Bon, on va débuter tout de suite avec celui qui nous réunit, qui nous invite et qui a tenu à parler de ces sujets avec vous. C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui vient me rejoindre. Le sanitaire aussi, on a pris bien sûr toutes les précautions. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour Nicolas. Je le disais il y a un instant, c'est vous qui nous réunissez aujourd'hui. C'est vous qui avez voulu avec vos équipes cet événement exceptionnel pour parler du progrès. Un mot, pourquoi cette thématique et pourquoi le MEDEF s'intéresse à ce sujet aujourd'hui ? Alors d'abord, c'est en fait une idée des deux co-présidents de la commission innovation, Anne Lauvergeon et Patrick Erard, qui ont lancé il y a maintenant un an une série d'études, de sondages sur la perception du progrès, avec ce point de départ que je partage, qui est finalement dans les années 70, 80, 90, on ne se posait pas trop cette question. Oui. Vous savez, il y a cette vieille citation d'Aristote qui a été reprise par la SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est vrai. Ben, le progrès, il était partagé par tous parce que nos vies quotidiennes s'amélioraient. Puis on a vu apparaître petit à petit alors les faucheurs d'OGM, les contestations, les questions sur la 5G. Et au fond, c'est ça qui a un peu déclenché cette idée de dire ça n'est plus finalement une vérité absolue. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Donc on a commencé à creuser le sujet et on s'est aperçu, ça va être une partie de la présentation d'aujourd'hui, qu'effectivement, il y a une remise en cause du progrès chez nos concitoyens et que les Français sont particulièrement sceptiques sur un certain nombre de sujets. Quelquefois plus que sceptiques parce qu'ils sont contre le progrès. Oui. Et donc ça pose un certain nombre de questions parce que nous, entrepreneurs, on est au fond par essence, j'ai envie de dire, des progressistes, c'est-à-dire au sens étymologique du mot progrès. On croit à la science, non pas de manière théologique, mais on croit que la science permet de résoudre un certain nombre de problèmes sans naïveté. Bien sûr que un certain nombre d'innovations peuvent être à la fois extrêmement dangereuses, mais extrêmement profitables. Meilleur exemple qu'on connaît tous, c'est le nucléaire, qui d'un côté est évidemment le nucléaire militaire, qui peut être l'apocalypse pour le monde, mais de l'autre côté, le nucléaire civil, qui est une source d'énergie décarbonée et qui a beaucoup d'avantages. Donc c'est autour de tout ça qu'est née cette REF. Quels sont les enjeux que cette question du progrès soulève finalement ? Alors, il y a d'abord des enjeux en termes de territoire. C'est sur quel secteur, sur quel domaine les progrès vont être faits. Qu'est-ce qui intéresse les Français? Qu'est-ce qui intéresse nos concitoyens? Oui. Donc, évidemment, en pleine Covid, la question de la santé est majeure et on verra dans les sondages tout à l'heure qu'elle prédomine. Mais il y a aussi, sur le plan climatique, comment on fait cette transition climatique et on sait bien que le débat, il est décroissance contre innovation. Si on veut faire de la croissance sobre, il faut changer, il faut innover, il faut trouver de nouvelles manières de produire et de consommer. Et c'est ça qui nous oppose parfois avec certaines parties du mouvement écologiste qui, eux, sont plutôt, en tout cas pour certains, des décroissants. C'est d'ailleurs la citation de Macron, qui avait fait, le président Macron, qui avait fait un peu le buzz sur les Amish. Oui, exact. Ça illustre bien le thème. Bon, vous avez aussi un sous-jacent géopolitique, géostratégique.
les innovations, quand on dézoome un tout petit peu, ne viennent plus d'Europe. Le 19e siècle a été un formidable siècle d'inventeurs français. Ne viennent plus, ou moins, des États-Unis. Le premier déposant de brevets au monde, c'est Huawei. Donc là aussi, on a est-ce que le progrès est source de puissance et sera source de puissance. Donc voilà un peu les enjeux qui vont être les plus prégnants et qui vont être débattus aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous, qui êtes un observateur attentif de la société, avec les adhérents du MEDEF, avec les gens qui sont sur le terrain, qui font l'économie et qui font les entreprises évidemment, est-ce que vous voyez un retard sur l'adoption des technologies en France ? Alors c'est assez paradoxal parce que les études montrent effectivement une réticence, un retard. Vous avez 24% des Français, donc 3 fois plus que les Allemands, qui ont une vision critique du progrès. Oui. Vous avez 57% des Français contre une moyenne européenne à 44% qui considèrent le progrès comme une menace pour l'environnement. Ce qui est très, très paradoxal. Oui. Et en même temps, quand on regarde les technologies, on est parmi les pays qui adoptent assez rapidement les technologies. En tout cas du point de vue du consommateur. D'accord. Prendre un exemple dans les télécoms que je connais bien, on va être le pays le plus fibré d'Europe en termes de fibre optique, et ça n'a pas l'air de soulever de difficultés particulières. Vous n'avez pas des manifestations ou des blocages. Donc on est, vous voyez, on a cette espèce de double ambivalence, c'est-à-dire que je dis que je veux pas, mais quand on me présente une innovation qui est, comment dire, source de prospérité, source de bien-être, je la prends. C'est tout le paradoxe, et je pense que ça sera pareil pour la 5G. Je vais pas être... Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de réticences, y compris d'hommes politiques, mais quand on la mettra dans la main des Français, je pense qu'elle sera utilisée massivement. Le sujet, c'est quoi ? C'est de susciter la confiance, de développer une meilleure information sur ces sujets ? Alors, bon, moi, je pense que ça part de loin. Il faut développer la culture scientifique dans ce pays, sans tout mélanger. La dégradation de la France dans le classement PISA sur les matières scientifiques, et notamment mathématiques, n'est pas une bonne nouvelle pour l'avenir. Parce qu'on a évidemment des très très bons ingénieurs, on le sait, il y a 60 000 Français en Silicon Valley, mais ça c'est la pointe du diamant, et ce qui compte c'est ce que pense la majorité de nos concitoyens. Après, il y a certainement des efforts de pédagogie à faire. Je pense que le progrès technologique, les nouvelles technologies ne vont plus de soi, c'est-à-dire croire qu'on va dire aux gens vous passez de la 4G à la 5G et voilà, il y a circulé, il n'y a rien à voir, ça ne marche plus comme ça. Il faut être capable de traduire l'innovation. Vous avez tous vu la déclaration un peu provocatrice d'Éric Piolle sur la 5G. Donc la 5G, ça va juste servir à télécharger des films porno plus rapidement, dans un ascenseur. Donc j'ai mis du temps à comprendre pourquoi il parlait d'ascenseur. Mais en réalité, j'ai d'ailleurs rencontré, parce que c'est intéressant de comprendre, c'est une pensée très charpentée. C'est pas juste une déclaration comme ça à l'emporte-pièce. C'est un raisonnement qui est de dire, voilà, on a plus besoin de progresser technologiquement dans un certain nombre de secteurs. Et l'ascenseur, c'était la rapidité de téléchargement. Bref, on a besoin d'expliquer, on a besoin de convaincre, on a besoin de pédagogie. C'est vrai d'ailleurs dans beaucoup de sujets, sur les sujets d'environnement. On voit bien que là, maintenant, le principe de précaution, c'est on n'essaie pas. Or, nous, on a besoin, je pense, collectivement, d'un principe d'expérimentation et d'innovation à côté de ce principe de précaution. Dans le débat que vous évoquez là, avec des acteurs politiques et avec des acteurs de la société, est-ce qu'on arrive à argumenter sur le fait que le progrès est un atout pour sortir de la crise et pour relancer l'économie ? Oui, alors déjà, je pense que cette crise Covid va être presque un révélateur. Oui. Parce que d'un côté, on voit bien que la science est assez désarmée. Alors certes, vous avez des tas de futurologues qui avaient prédit les pandémies, mais et je dis ça sans critique, mais les mêmes médecins qui nous recommandent maintenant de confiner durement nous disaient au mois de novembre, fin octobre, quand on avait le même débat, c'est le dernier confinement, on a 3 mois d'hiver compliqués à passer, mais les vaccins arrivent, et puis il y a ces mutations
de la Covid, disons, face auxquels il y a une sorte de remise en cause assez forte. Moi, j'ai assisté ces dernières semaines à plusieurs réunions entre scientifiques où on voit bien que, et d'ailleurs c'est assez logique, que la science doute, la science dit je ne sais pas. Deuxième élément, c'est évidemment la foire aux fake news, Oui. avec des milliers de gens autoproclamés sachants, qui ont un avis, qui affirment de manière péremptoire sur les chaînes d'information ou sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses. Donc ça crée évidemment un doute. Et en même temps, il y a cette énorme attente vers la science sur les vaccins. Bien sûr. Avec, il faut le dire, on voit les critiques qui fleurissent vis-à-vis de tel ou tel laboratoire qui ne délivre pas exactement les quantités parce que c'est plus dur à fabriquer que prévu. Mais moi, j'ai envie de dire, attendez, on a inventé, développé, testé et produit un vaccin, ou des vaccins d'ailleurs, en un temps absolument record, puisque presque c'est moins d'un an, alors qu'il faut en général 7 à 10 ans pour produire et commercialiser un vaccin. Alors oui, on a quelques problèmes de production, il est difficile à flaconner, à embouteiller ce vaccin, enfin ces vaccins, ok, mais enfin, et donc ça renvoie, je pense, à une espèce de contradiction qu'on voit tout le long du sondage. Je doute, je suis sceptique, mais en même temps, j'attends énormément, je parle pour nos concitoyens, de la science. Et on a aussi, d'ailleurs, en sous-jacent, le débat public-privé. Évidemment, oui. Parce que ce sont des laboratoires privés, et même plutôt des biotech, qui ont, grâce à la science, grâce à la prise de risque, grâce au principe d'innovation, l'ARN messager, qui est une technologie qui n'avait pas été prouvée jusqu'à présent, ce ne sont pas les grands laboratoires qui l'ont, parce que, évidemment, c'était une voie un peu de passage de côté. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un moment de vérité. Enfin, on a un moment de vérité maintenant sur ce débat, et effectivement, le timing pour avoir cette ref est plutôt bien trouvé de la part de la Commission Innovation, et je le dis un peu immodestement, du MEDEF. Évidemment. On aura l'occasion d'échanger sur ces sujets tout au long de cette matinée. Le président d'AstraZeneca a accepté votre invitation pour venir répondre à toutes nos questions en direct tout à l'heure. Sur les fake news également, Laurent Soli, à la tête de Facebook France Europe, sera là également pour répondre à toutes vos questions. Vous nous parlez là, en fait, des conditions d'adhésion au progrès. Est-ce qu'on les connaît, ces conditions? Est-ce qu'il y a moyen de se mettre d'accord sur ce que nous attendons en commun de cette question du progrès? Alors, c'est clair d'abord qu'il y a un déficit d'adhésion des Français. Encore quelques chiffres du sondage que vous verrez qui sont quand même assez frappants. Pour une majorité de Français, 56-57%, le progrès ne permet ni l'augmentation du niveau de vie, ni l'augmentation des libertés. Et là aussi, on est au-dessus de la moyenne européenne. Alors, je pense que tous ces sondages, il faut les regarder avec un tout petit peu de prudence parce que... Oui. J'allais dire, ils sont aussi le syndrome de la dépression collective du pays sur l'ensemble des sujets. Et au fond, si on dézoome un tout petit peu, ils ont l'impression que ce sont les autres continents qui sont les moteurs du progrès et que donc, par voie de conséquence, si ce sont les autres qui innovent, nous, on va subir. Donc, il y a un élément, j'allais dire, qui est plus large que ça, qui est un élément de confiance politique. Après, comment traduire des innovations qui, comme toujours, innovations porteuses de danger et porteuses de progrès, en bénéfice quotidien, en signal de prospérité. Si je prends la 5G, je pense qu'il y a un exemple évident, c'est que la 5G, c'est un vecteur d'accélération de la télémédecine. Oui. Par construction, comme la fibre, c'est-à-dire le très haut débit permet, dans certains cas, de réaliser des opérations à distance, ou en tout cas de faire des diagnostics beaucoup plus précis à distance, transmettre des imageries, etc. Donc, comment est-ce qu'on communique sur ce que ça permet de positif pour convaincre nos concitoyens? Je pense que c'est un point important. C'est au fond rendre palpable au quotidien, réel, concret,
l'ensemble des innovations que permet le progrès et l'accessibilité pour tous. De ce point de vue-là, moi je reprends ma casquette que j'ai laissée depuis longtemps d'entrepreneur des télécoms. La pénétration du téléphone portable est assez fascinante, Oui. parce que c'est vraiment l'exemple même d'une innovation dans les laboratoires du CNET dans les années, fin des années 70, début des 80, qui s'est traduit dans le fait qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement 50 millions de Français qui ont un smartphone. Oui. Et personne ne l'aurait imaginé, effectivement, il y a 20 ans, ou il y a 25 ans maintenant. Évidemment, et tout ça émouvant, bien sûr. L'idée, c'est de veiller évidemment en permanence à son accessibilité. On le voit sur la question de la Covid et la crise que l'on vit en ce moment. La mise sur le marché de vaccins contre la Covid a été l'occasion de constater le manque de confiance justement d'une large partie des citoyens. Vous l'avez évoqué il y a un instant. L'Europe, qui a été l'incarnation du progrès pendant des siècles, de la Renaissance à la Révolution industrielle. Est-ce que l'Europe aujourd'hui aurait perdu le sens justement de cette notion de progrès ou d'accélérateur de progrès? En tout cas, la question se pose. Oui. Et en tout cas, une partie de nos concitoyens ont perdu cette idée le rejet des vaccins. Alors, la petite bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il est en train de régresser Oui. depuis quelques semaines, et que je pense que j'ose le mot, par contagion, Oui, c'est vrai. il va regresser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on connaîtra une personne dans son entourage vaccinée, dont on verra que n'a pas eu d'effet secondaire, en tout cas significatif, ça permettra par bouche-à-oreille, par proximité, de faire baisser ce rejet. Mais il est symbolique, je crois, de tout ce qu'on vient de dire. Oui. C'est-à-dire que par principe, je doute de l'émetteur. L'émetteur, c'est les gens qui vont intervenir aujourd'hui. C'est le journaliste, c'est l'homme politique, c'est l'entrepreneur, dans cet ordre-là. D'ailleurs, on est un peu moins mal classé que le journalisme. Enfin, plutôt dans le bas du classement. Et même les médecins et les scientifiques recueillent une adhésion. Je pense que cette crise va aussi faire mal, entre guillemets, à l'image du corps médical. Oui. Et à sa crédibilité. Et c'est là qu'intervient tout le sujet des fake news, tout le sujet de la crédibilité de la parole publique, comment on restaure les informations. C'est vrai que là, les réseaux sociaux, et je suis très heureux que Laurent Soli ait accepté de venir parler, parce que ont une responsabilité majeure, mais elles ne sont que le truchement d'une société qui effectivement est assez... alors le mot complotiste, je me méfie un peu, parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais au fond, le syndrome de tout ça, c'est je doute. C'est je pense donc je suis, donc c'est là je doute donc je suis. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire je commence, quand on m'annonce quelque chose de rationnel, je commence par chercher la raison pour laquelle on me dit ça, et pas de... Ça crée effectivement beaucoup de difficultés, ça crée aussi des difficultés pour entreprendre. Évidemment. Oui. Entreprendre, c'est très souvent innover. Alors, il y a des innovations qui sont plus innovations de process, innovations de méthode, donc, qui sont moins susceptibles de créer le doute et l'anxiété. Mais quand on a l'innovation dure, et notamment l'innovation pharmaceutique, je n'irai pas jusqu'à dire que les difficultés de Sanofi, l'échec du vaccin Pasteur sont le syndrome de ce doute, parce qu'il y a une part de malchance dans la recherche, on le sait, dans la recherche médicale, et on peut, avec les bonnes intentions, tomber du mauvais côté en termes de tests, etc. Mais quand même, le pays de Pasteur, qui n'arrive pas à inventer, à être dans la course au vaccin, est-ce qu'il y a un lien avec finalement ce qu'a distillé le principe de précaution dans la société? On peut se poser la question. Le fait que les Français soient 3 fois plus sceptiques que les Allemands, par exemple, un sondage Odoxa de l'année dernière nous dit que 24% des Français sont critiques de l'idée du progrès. Est-ce que c'est ça qui ralentit justement l'entrepreneuriat, par exemple? Est-ce que ça ralentit la vision que l'on peut avoir de l'avenir, la confiance, et finalement qui nous ferait renoncer à un meilleur futur pour les nouvelles générations? En tout cas, ça risque. Oui. Ça risque. Et là aussi, il y a des symboles. Encore une fois, faut pas, tout tirer d'un symbole, mais le fait que ce sont deux citoyens français, oui. L'un, Stéphane Bancel, donc, qui a créé Moderna, l'autre, dont le nom m'échappe, qui est le patron monde de AstraZeneca. Oui. Donc,
on voit qu'il y a au fond des Français, que le génie français n'a pas disparu. Simplement, il est allé s'exprimer dans un autre contexte. Alors, ça peut être une bonne nouvelle, hein, au fond, on peut se dire, voilà, des Français dans le monde entier dirigent des grandes entreprises, innovent. Ce qui est évidemment un peu inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas, entre guillemets, les mêmes à la maison. C'est-à-dire qu'on n'ait pas aussi des Français qui soient restés en France dans des grandes entreprises pharmaceutiques françaises ou dans des bibliothèques qui aient pu contribuer. C'est quand même le moment de se remettre en cause là-dessus. Et oui, je pense qu'une des raisons pour laquelle on s'est posé ces questions-là, c'est effectivement, est-ce que ça risque pas d'entraver la prospérité économique du pays? Je crois qu'il faut qu'on arrive à prouver à nos concitoyens le progrès. C'est quoi? C'est le démontrer, le partager? C'est-à-dire le prouver, non pas la vérité scientifique. Il ne s'agit pas de prouver que la 5G va plus vite que la 4G, Oui. toute chose égale par ailleurs, et consomme d'ailleurs, je le dis au passage, pour le même volume de données, moins de CO2. Oui. Mais prouver que ça va transformer la société, transformer leur quotidien positivement. Et c'est ça le challenge. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui change complètement la manière d'innover et de présenter des innovations. On le sait là-dessus, dans cette diffusion qui n'est peut-être pas assez large, assez pédagogique, l'entreprise a un rôle à jouer. Les entrepreneurs qui sont vos adhérents, qui nous regardent aujourd'hui, ont un rôle à jouer. C'est quoi le message pour les entrepreneurs, les managers, tous ceux qui nous regardent et qui sont proches des citoyens, mais qui sont aussi des faiseux de progrès? Bien sûr. Et ça, d'ailleurs, je pense que les Français l'ont compris. C'est dans les entreprises qu'on innove. Et c'est d'ailleurs de plus en plus vrai. Si vous, là aussi, vous dézoomez un tout petit peu, dans les années 60, les grandes innovations étaient faites par les États, enfin sous l'impulsion des États. Aux États-Unis, le programme spatial est né évidemment de la volonté du gouvernement fédéral et du président Kennedy dans la course à l'espace avec les Russes. Même Internet, réseau Internet, est né au départ de l'armée américaine. Ah oui. Aujourd'hui, la course à l'espace, qui l'amène, c'est Jeff Bezos et Elon Musk. Donc, ce sont des entrepreneurs privés. Donc, l'impulsion vient des entreprises. Mais si on prend des choses peut-être moins ambitieuses, la révolution industrielle de l'aéronautique est née d'une série d'entrepreneurs français, d'ailleurs, beaucoup. La révolution de l'automobile aussi a sa même histoire. Et donc, pour nous, c'est important qu'on puisse continuer à innover dans les entreprises. Les vaccins, je l'ai dit, sont un bon exemple. Ce sont des entreprises privées qui ont trouvé très rapidement les vaccins. Et ce qu'on voit de positif dans son sondage, que je voudrais terminer par une note plutôt optimiste, c'est que les Français font confiance et souhaitent que l'entreprise joue un rôle dans la diffusion du progrès. Donc c'est toute l'ambivalence, comme toujours dans les sondages, il y a des choses qui sont assez contradictoires. Donc d'abord, on a une image, les Français ont une image positive de l'entreprise, y compris qui s'est améliorée depuis le Covid. Il y a une sorte de reconnaissance au fond de la mobilisation et de l'agilité des entreprises en général depuis un an. Et pour donner un exemple, il y a 78% des Français qui souhaitent que les entreprises puissent vacciner. Alors évidemment, quand le vaccin sera disponible, comme on le fait pour la grippe. Oui. L'autre chiffre qui est intéressant, c'est que 80% des Français font confiance aux entreprises pour innover. Donc on est là aussi face à des contradictions. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette peur du progrès d'un côté, mais si on doit innover, c'est plutôt aux entreprises de le faire. En fait, c'est ça un peu qui ressort et qui est plutôt une note d'espoir pour nous. On a quelques minutes encore ensemble, Geoffroy Roux de Bézieux. Juste innover, c'est aussi dans la manière finalement de transmettre les messages. Innover, c'est la relation que vous avez créée depuis de nombreuses années avec les écoles, avec les enseignants. Cette notion du progrès, elle va aussi passer par là, par cette pédagogie que vous pouvez avoir, mais aussi au sein de l'éducation nationale, par exemple. Oui, alors là, ça élargit beaucoup le débat. Je pense qu'on a vraiment un énorme chantier sur l'enseignement des matières scientifiques. Oui. Dans l'éducation nationale. Il n'est pas normal qu'on régresse comme ça, je l'ai évoqué tout à l'heure dans le classement PISA, avec des moyens qui sont énormes. Bien sûr. Puisqu'on dépense plus que la moyenne dans l'éducation nationale, enfin en pourcentage du PIB par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, avec des résultats qui se dégradent. Alors le ministre Blanquer commençait à se lancer un certain nombre de choses.
Et puis plus largement, il y a peut-être cette aspiration. On a vraiment un système qui fonctionne très très bien sur le haut, c'est-à-dire un système dit en sablier, mais avec une tête de sablier très, très étroite. Hein. Oui, C'est oui. des grandes écoles scientifiques qui font parmi les meilleurs ingénieurs du monde, indiscutablement, et notamment en mathématiques, et un niveau moyen qui se désagrège, en tout cas quand on le compare à l'Asie. Or, c'est la diffusion de cette culture scientifique qui permet à chacun de mieux se faire son idée sur le progrès, de mieux l'appréhender et peut-être d'en tirer le meilleur parti en tant que pays. Si on revient à la compétition des nations, et la compétition des blocs, c'est un facteur de compétitivité Oui. ou de non-compétitivité. Aussi. Et parmi, j'allais dire, les KPI qu'on doit suivre, il y a bien sûr le taux de prélèvement, le taux de dépenses, le déficit commercial, enfin des KPI économiques, mais le nombre d'ingénieurs, entre guillemets, produits, enfin le mot produit n'est pas tout à fait adapté, mais diplômés par an, et ou le nombre de doctorants, et ou le niveau moyen en mathématiques. Le bon exemple, évidemment très difficile à suivre pour nous, parce que ce n'est pas tout à fait comparable en termes de population, c'est Singapour. Oui. Qui a fait d'énormes investissements. On parle souvent, vous savez, d'Israël, la Startup Nation, mais Oui. la vraie Startup Nation, si j'ose dire, même s'ils ne sont pas dans des innovations de rupture, c'est Singapour, où le niveau moyen, alors avec une population de quelques millions, donc on ne peut pas tout à fait comparer, a monté absolument formidable. La Corée est un autre exemple. Hein. La Corée des années 60-70, c'est un pays du tiers-monde, avec un niveau de vie très très bas, et ils en ont fait une nation d'ingénieurs innovants où la science et le progrès est mis en avant. Enfin, on connaît tous les différents intervenants coréens, et ça a été un succès formidable. On aura l'occasion de poser des questions dans cette matinée à la ministre Frédérique Vidal, qui sera avec nous aussi pour répondre notamment à ces questions d'accessibilité au progrès. Pour terminer, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on se dise à la fin de cet événement ? On va recevoir 16 intervenants exceptionnels qui ont accepté donc votre invitation. On va échanger sans tabou et sans langue de bois sur tous ces sujets. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne à la fin de cet événement ? Au fond, ce qu'on cherche à travers cet événement, c'est évidemment pas d'évangéliser le grand public. Il y aura quelques milliers de gens connectés. L'Usine Nouvelle, notre partenaire, est un formidable journal, mais c'est pas non plus la diffusion grand public. C'est plutôt réveiller les consciences des entrepreneurs, des décideurs, des opinion makers, comme on dit, sur ce sujet qui est évidemment un sujet à bas bruit, qu'on peut considérer au fond comme une non-urgence, mais oui, qui, comme je l'ai dit, est à la fois un symbole, un syndrome du risque de déclin du pays. Et donc, oui, nous, notre quotidien au MEDEF, c'est de parler de droit du travail, de parler de signer des accords sur le télétravail, de parler de santé au travail, de parler de fiscalité. Enfin, j'allais dire, c'est la mission qui est la nôtre et pour laquelle nos adhérents nous missionnent. Mais je crois que si on se projette un tout petit peu, le successeur ou la successeuse du successeur de mon successeur, oui, dans 20 ans, je voudrais ou on souhaiterait qu'il puisse dire, ben voilà, il y a eu cette prise de conscience dans les années 2020. Comme il y a eu la prise de conscience au fond du déclin de l'industrie, il y a maintenant une espèce de consensus pour dire attention, on a laissé le pays se désindustrialiser. On ne peut pas être un pays entre guillemets sans usine, il faut réindustrialiser le pays. Donc, je peux passer un consensus complet, mais on voit bien que ça va de Montebourg à même presque Mélenchon en passant par Marine Le Pen. Il y a cette idée, oui, qu'on a besoin d'une industrie forte. On a besoin de redevenir un pays d'innovation, de scientifiques, et on a besoin que nos concitoyens adhèrent. Voilà un peu le message général. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Merci à vous et vos équipes de nous permettre cet espace d'échange et de pouvoir parler tous ensemble de progrès ce matin. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler de confiance, principe actif du progrès. Ce sera avec nos premiers invités. Je vous retrouve dans quelques minutes.